سلام ومرحبا بكم في قادات. معكم أميمة، وكما كل 15 يوم غنستقبل في هذا البودكاست دي فام انسبيري وانسبيرانت جايين من دي ميليو مختلفين بتجارب مبدلة، ولكن القاسم المشترك بيناتهم هو القدرة ديالهم اجيغ يا كريي. هذه الحلقة الثالثة ديال قادات، واليوم استقبلت هناء بزاد اللي من بعد دراسات على ليترونجي ودي زيكسبيريونس في الميليو ديال الكونساي تيك والديجيتال قررت انها تدخل المغرب وتاسس اون فيليال ديال لو فاغون اللي هي واحد المدرسه تعليم الكود والديفلوبمون ويب. هناء غتهضر لينا على لي غران تشالنج اللي تلاقات فاش رجعت للمغرب، وخصوصا باش تخلق المقاوله ديالها. غتشرح لنا كيفاش لقات طريقها وكيفاش المشروع الجديد ديالها دوارتك تطور وتبدل مع الوقت باش يجاوب الاحتياجات الحقيقيه بالناس اللي كيهدف. في هذه الحلقه قادات كما غتسمعوا غنطرقوا بزاف المواضيع مهمه فاش كيكون الواحد في واحد المرحله انتقاليه، بحال من بعد الدراسه والخدمه والتجارب المهنيه الاولى اللي ماشي بالضروره كيلقى فيها الواحد راسو. هنا قالت لينا شحال مهم ان الواحد يتعلم يسمع لراسو ويعرف شنو باغي وكيفاش يفونكسيون باش يلقى سكي لوي كوريسبون فريمون. هضرات لينا اوسي على لامبورطونس دي مونتور وعلاش الواحد خصو ايشونجي ويهضر مع الناس اللي دازوا من نفس المراحل باش يتعلم من تجربتهم ويتغاسيوغا في لي سيتوياسيون اللي كيتلاقى. ونخليكم دابا تكتشفوا سيت ديسكوسيون باسيونونت جوسكو بو مع هنا. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc bonjour Hana. Bonjour. Merci d'intervenir في قادات. Avec plaisir. Vraiment قلتها لكم غنعاودها. Je suis فرحانة de te rencontrer parce que فاش بديت كنهضر على قادات الناس autour de moi ton nom خرج بزاف د المرات. Donc je pense qu'on a quelques connaissances en commun et surtout que tu fais partie donc de la jeune génération اللي رجعت من فرنسا للمغرب. Les femmes repatriées. Voilà, donc il y a même pas شحال عامين هذه. Donc on va avoir l'occasion mais 2 ans qui sont comme 10 ans. Tu me raconteras tout ça parce que ça m'intéresse. أنا كنت سائل دابا حتى رجل هنا ورجل هنا mais je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Et puis, merci pour cette découverte, parce qu'on est à Villa Mandarine. Ouais, on est dans un petit paradis à Herbaté. Il y a des pans, tu verras. Peut-être qu'ils vont faire un peu de bruit pendant l'interview. Je vois un coq, mais j'ai pas encore vu. Non, mais c'est magnifique, parce que le jardin vraiment très paisible, had. Alors, je peux te dire que là, je suis en train de rencontrer des qaddat et beaucoup sont à Casa. Et c'est la galère. C'est une autre histoire. Bas تلقى شي كافي ونقدروا نسجلوا vraiment bleu calme. Donc ce qui me fait venir à أول سؤال هو quand on est رباطي ومولفين هذا الهدوء وهذا la paisibilité كيفاش نديروا نخدموا في كازا. Est-ce que c'est possible? Écoute, moi je l'ai fait pendant 2 ans et j'ai vécu pendant 1 an et demi à Casablanca. Je viens à peine de revenir à Rabat. Je suis très contente d'avoir choisi d'aller à Casablanca d'abord, parce que j'avais besoin de maintenir un certain niveau d'autonomie, d'indépendance, un mode de vie sans lequel je me serais sentie complètement enfermée. Et même si beaucoup des motifs qui ont fait que j'ai voulu rentrer au Maroc, ça tient à être proche de ma famille, etc. J'avais quand même un peu besoin de mon espace vital. Et à Casa, j'ai pu faire la rencontre de plein de personnes, etc. J'ai fait des super trucs à Casa, vraiment. J'ai découvert beaucoup de moyens de faire en sorte de fuir le chaos casaoui. J'ai jamais fait autant de yoga que depuis que j'ai monté une boîte au Maroc. J'en ai fait sur les toits, j'en ai fait à l'envers, j'ai fait de l'aéro, j'ai fait... Non, vraiment, ça m'a plu. Parce que ça m'a permis de vivre un Maroc qui était un petit peu différent de celui dans lequel j'ai grandi, qui est... je viens de ce quartier, en fait. On est à Villa Mandarine, j'ai grandi à Heliad. Et c'est vrai que c'est assez calme. Casa, il fallait... voilà, c'est comme si je m'étais installée à Paris, mais dans un univers où... il y a beaucoup plus de contraintes à prendre en compte. Donc c'est ce qui a permis à la transition تكون vraiment سهلة. Ouais, bon, ça là, c'est une rationalisation a posteriori, comme beaucoup, on va voir, mais non, ça s'est fait. Ça s'est fait, de réseau en réseau, j'ai rencontré un propriétaire très sympa qui avait une galerie d'art avec lequel je me suis très bien entendue, qui m'a fait confiance. Au début, en fait, pour tout te dire, j'ai voulu faire une coloc avec 2 Américaines. Et
je me suis rendu compte au bout d'un mois et demi qu'on n'était pas du tout sur les mêmes rythmes. C'est-à-dire qu'elles étaient là en mode je vais donner 3 heures de cours dans une université et moi j'étais en mode je suis en train de monter ma boîte, je bosse comme une tarée, tu vois. Donc je pouvais plus tenir avec le rythme de la frat party et tout. Et puis en plus tu te rends compte, et puis c'est un sujet important, que même si je voulais complètement maintenir de l'atmosphère internationale, de la diversité dans laquelle j'ai un peu grandi à Rabat, mais que j'ai vraiment pu explorer à l'international, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, ça me tient à cœur parce que c'est vraiment... ça fait partie de l'enrichissement personnel. Et ouais, écoute, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas le faire de façon... réfléchie. Et on doit le faire de façon réfléchie au Maroc. Parce que autant ces camarades-là, elles pouvaient être un peu... elles n'ont pas les mêmes contraintes qu'une Marocaine, on va dire. Et quand on rentre au Maroc, quand on est marocaine, on commence à se préoccuper quand même de comment vont percevoir les voisins d'un certain mode de vie, c'est clair. Parce qu'on est plus exposé à des risques que d'autres. Ah bah oui. Donc, on rentre de temps en temps. Moi, je le dis, j'ai une Medina Sahara من رباط من قنيطرة, donc tout le monde connaît tout le monde et que forcément. Mais même à Casa, tu sais, rapidement, tout le monde connaît tout le monde. Moi, tu peux pas imaginer. Le Maroc cool, là, les réseaux sont très, très imbriqués. C'est très facile d'avoir plein d'informations. Alors, en soi, c'est pas très grave, mais c'est juste que tu oublies l'anonymat dans lequel tu as pu évoluer pendant quelques années dans des grandes métropoles, ça c'est clair. En tout cas, tu dois prendre ça en compte. Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que ça restreigne. Ça ne doit pas être une trop grosse contrainte en se disant maintenant, je dois changer, je dois me transformer, je dois devenir une autre personne, je dois devenir schizo ou parano. Non, mais... quand on vient et qu'on a des objectifs, par exemple, à travers ces projets dont on va sans doute parler de start-up et qui sont des objectifs de transformation sociale, de challenger le statu quo, eh bien, on prend des combats qui sont prioritaires et donc on peut pas se permettre d'autres petites batailles qui font perdre de l'énergie, qui font perdre en crédibilité et en légitimité. Il faut prioriser. Ouais. Donc la légitimité, c'est une question اللي نرجعوا لها parce que effectivement دغيا الهضره كدور كما كنقولوا في المغرب والواحد خصو يدير واحد السمعه اللي باش يكون معروف بها في هذا ليكو سيستيم وباش حتى الا كان باغي يقلب غير على خدمه سي اوسي تري تري امبورطون. قبل ما هادشي كامل غادي نرجعوا دابور على الباركور المدرسي ديالك. دونك جو بونس كنقدروا نقولوا انك كنتي تلميذه مثاليه. دونك خديتي ان باك فرونسي avec une bourse. J'étais à l'école française, j'ai fait un bac scientifique, mathématiques et effectivement j'ai obtenu une bourse d'excellence du gouvernement français. J'avais très envie d'aller aux États-Unis, pour tout te dire. Mais voilà, ayant cette opportunité, je suis allée en France. Et en fait, pour tout te dire, en terminale, en fait. Et je pense qu'avec le recul, maintenant, je comprends mieux. C'est que, à l'époque, avec toute la bonne volonté des parents, bien sûr, on m'a pas forcément laissé l'espace de dire très clairement ce que je voulais faire. Donc, j'avais de très bonnes relations avec mes profs. Certains m'avaient parlé de Sciences Po. Mes parents, c'était inimaginable d'aller à Sciences Po parce que c'est pas un vrai métier. le Walid médecin, pour lui, c'était médecin ou ingénieur. Ma mère prof de lettres, alors plus ouverte, mais quand même, en tout cas sur la question de l'orientation, mais quand même inquiète. Tu sais, de toute façon, les parents sont toujours anxieux. Et surtout, ils ne voient pas venir, ils ne saisissent pas entièrement les nouveaux métiers. Et voilà. Et d'abord, qu'il fait moi, je ne sais. Et ben moi, je te dis, ça a mis des années. Maintenant, ma mère, elle parle start-up. Ma mère, elle même, je te dirais plus, je l'ai nommée CTRO, c'est-à-dire Chief Transition for Repatriates Officer. C'est un nouveau métier qu'on invente que quand on est auprès de tous les parents. Non, mais même plus que ça. Je te dis, elle m'accompagne parfois dans les administrations. Elle vient faciliter des choses parce que ça aussi... il y a malheureusement encore pas mal de réticence à faire confiance à une jeune femme comme ça qui a l'air très occidentalisée. Ça peut brusquer certains.
et pour des mauvaises raisons. Et donc, parfois, ça aide d'avoir l'oustad, l'Ijaya Maya, qui a vraiment l'air d'oustad, et qui facilite les choses. Voilà. بالنسبة لهم عندها خبرة في الحياة. Exactement. Donc, غنرجعوا donc Sciences Po في الأول. Alors oui, pour raconter un petit peu cette histoire, donc moi je me souviens quand j'ai rempli donc les documents de la bourse, c'était médecine. Puis à la fin de l'année, c'était ingénierie, donc prépa MP à Saint-Louis, et j'étais partie pour faire ça. Mais sauf que j'avais été prise à Sciences Po, où Sciences Po, ça me plaisait parce que ils avaient l'air d'avoir des parcours assez ouverts. C'est ce que je cherchais. Je voulais faire un parcours à l'américaine un petit peu. Je voulais faire ma propre cuisine. Et Sciences Po, ils avaient des doubles diplômes et ça me plaisait pas mal et tout. Mais franchement, c'était le double diplôme que j'allais faire, c'était sciences et sciences sociales. Complètement nouveau sur le paysage éducatif français aussi. Il avait à peine 3 ans. Et donc... de nature à ne pas du tout rassurer les parents. Mais n'empêche, voilà, l'avantage c'est quand on a une bourse, on est autonome financièrement. Donc on peut se permettre de commencer à poser ses limites et dire non. C'est pas facile quand on a 10 à 18 ans. Moi, quand je suis arrivée en France, j'ai passé 3 jours dans cette classe préparatoire et j'ai appelé mon père, je lui ai dit non. Et il m'a dit, il était en panique. Et après, je me suis débrouillée toute seule pendant une semaine. Je suis allée voir le Crous, j'ai négocié avec l'AEFE. En une semaine, c'était réglé. On a mis du temps à se réconcilier après ça, parce que j'ai pas aimé de ne pas avoir été soutenue. Mais au final, il a été convaincu. Et bien entendu, au final, moi aussi, j'ai compris. Je sais très bien ce que ça représente. C'est pas évident déjà de voir son dernier enfant partir à l'étranger. Avec ça, il y a une charge émotionnelle très forte. Donc parfois, ça peut être, il peut y avoir beaucoup de confusion. Et je me rends compte que voilà, j'étais un peu dans la confusion. Mais en même temps, beaucoup de curiosité. Ce que j'ai bien aimé à Sciences Po, c'est que ça me permettait de toucher à plein de choses. Donc avec ce double diplôme avec l'université Pierre-Marie Curie, j'ai fini par accomplir en partie mon rêve. Je suis allée aux États-Unis, je suis allée à UPenn, j'ai pris des cours à Wharton. Et là, waouh, découverte du business à l'américaine. Je dis elles parce que j'ai rejoint une association de Wharton Women et elles m'ont bluffée. Les jeunes de 21-22 ans comme les anciennes ou les grandes patronnes américaines qu'elles faisaient venir à l'université. Et là, j'ai pris une énorme dose d'enthousiasme, de confiance. Et j'ai vu l'écart, en fait. Parce qu'autant... Dans le système français, si on joue le jeu, on apprend à être bien un bon intellectuel, bon élève. It's another game in the US. Vraiment. En tout cas, là, bien sûr, c'était une business school, donc c'est pas pareil. Mais du coup, j'avais pas envie de partir. Qu'est-ce qui t'a frappé justement? C'est la capacité que tout le monde a à participer, à s'affirmer. Ouais. Mais de façon saine, en fait. C'est-à-dire sans écraser l'autre. Voilà, they're assertive. Et elles sont assez sûres d'elles. Moi, il y en avait qui avaient 20 ans, 21 ans. Elles avaient l'air de professionnelles avec 10 ans de carrière. Et je voyais la différence. Tu vois, en France, beaucoup de jeunes sont très engagés dans les associations. C'est très bien. Mais le niveau de professionnalisme était énorme. Voilà, donc c'est ça que ça m'a fait apprécier à ce tu penses que c'est lié à quoi en fait? C'est que من الأول في التربية ديالهم في l'éducation ديالهم كيشجعوهم أنهم They speak up. Ouais. From the very beginning, they speak up. Moi, j'avais fait l'école américaine un petit peu étant jeune, ça m'avait beaucoup amusée. J'avais même travaillé, j'avais fait les summer school en travaillant. Donc, tu sais, à l'époque, c'était assez... Je trouvais ça génial parce que في المغرب ما عندكش بزاف ديال les opportunités. Quand tu veux commencer à travailler, gagner de l'argent, t'as 15 ans, 16 ans, tu veux te prouver un peu, ben non, personne te laisse. Donc moi j'essayais de, tu sais, tout ce que je voyais dans les séries américaines, j'essayais de le répliquer avec mes parents, tu sais, genre je leur lave la voiture et je sors le chien, mais j'avais l'air d'une extraterrestre parce que les gardiens de Hayriad, ils te regardent, ils disent mais pourquoi elle fait ça? Mais moi j'avais vraiment envie de faire ça, j'avais cette niaque. Et quand j'étais aux États-Unis, pour tout te dire, j'ai même bossé en parallèle de mon échange. Alors bien sûr, j'ai voyagé un peu partout dans le pays, ce qui était génial. Mais j'ai aussi bossé en parallèle de mon échange, pas payé, mais je voulais absolument vivre cette expérience. Donc j'ai bossé dans un journal estudiantin de la région de Philadelphie. Et ça m'a permis de faire des interviews avec le gouverneur, ce genre de trucs et tout. Tu vois, bon, aujourd'hui à posteriori, je dis plus jamais faire travailler des gens sans les payer, tu sais, ça ne se fait pas. Mais n'empêche, j'étais très contente de... C'était formateur. C'était formateur, ouais.
c'était formateur, ça m'a donné le goût de ça et de poursuivre. Après, je suis rentrée en France, j'ai fait un double master avec HEC, donc en management public et privé. Mais tu avais aussi du droit واحد الوقيته. En parallèle de tout ça en fait. D'accord. وكي درتي زعما باش تواكبي هادشي كامل لان chacune des formations كانت كتاخذ شويه de loi. Bien sûr. Écoute, pour tout te dire, même avant ça, à partir du lycée en fait, ma famille a commencé à traverser des périodes un peu difficiles. Donc bon voilà, sans entrer dans les détails, ma sœur était malade, etc. Je pense que ça m'a donné, ça m'a fait comprendre à quel point pour moi l'école c'était un espace de liberté et quasiment de tranquillité, parce que je comprenais les règles, je jouais le jeu, j'apprenais, c'était génial. Et quand il y a beaucoup de choses qui bougent autour de toi, qu'il y a des choses incertaines, que c'est dur à traverser, et ben voilà, on a eu un deuxième décès dans la famille et de là, mes études sont devenues mais vraiment ma fuite en avant. Et donc j'ai travaillé, mais quand je me dis a posteriori, c'était de la folie. Je faisais ce double master plus le bachelor en droit, plus je bossais, je voulais un peu gagner des sous, donc je donnais des cours à Sciences Po, je bossais dans un cabinet de conseil, ça m'a permis de bosser un peu en parallèle et qui m'ont proposé mon premier CDI. Bref, il fallait vraiment que je m'occupe, tu vois. Et tout ça m'a beaucoup enrichi. J'ai fait des trucs assez marrants, genre j'ai donné des cours sur l'Union européenne à un groupe de Japonais venus pour la première fois en France. Et ce qui est génial, c'est que tu ne sais jamais à quoi ça va aboutir. Et bah, dis-toi qu'il y en a un parmi eux qui a commencé un PhD pour comparer le système politique japonais et marocain et jordanien. Et il est même venu au Maroc, il est resté chez nous, à la maison, et il a rencontré des amis qui ont des postes politiques, etc. C'est très très drôle. Ouais. Donc il y a des rencontres comme ça. Absolument. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre comment je fonctionnais aussi. C'est au coup de cœur. Mine de rien, j'ai quand même eu un coup de cœur sur ce boss-là qui m'a proposé mon premier CDI, Mathieu Laine. Et j'ai commencé à travailler sur des sujets super intéressants. À l'époque, Mathieu Laine, il conseillait Et bon, c'est un essayiste libéral et il conseillait des grandes personnalités. Donc ça m'a fait rentrer un peu dans ces coulisses-là. On faisait des choses assez marrantes, des études économiques pour faire du plaidoyer, pour avancer sur des questions libérales, mais c'était pas très technique. Et puis les choses ont fait que, au bout d'un moment, j'ai voulu me replonger dans un univers un peu plus technique et donc rejoindre un cabinet de conseil. Je te cache pas que c'était aussi dans un contexte où j'avais hâte de faire des démarches de naturalisation parce que plusieurs choses. Je me posais la question de rentrer ou pas au Maroc. Je pense qu'à l'époque, vu plein de choses personnelles, j'avais plus du tout envie de rentrer, pour être sincère. Et ce qui était un crève-cœur, parce que partant du Maroc, j'avais de toute façon l'envie de rentrer. Mais voilà, ça peut être plus complexe que ça. C'était devenu vraiment pour moi trop compliqué de rentrer. Et par ailleurs, je commençais à très bien me sentir en France. Et donc voilà. Donc je suis allée chercher un peu la sécurité dans ce cabinet de conseil qui était finalement aussi un challenge parce que je pense que j'étais la première Sciences Po, c'est-à-dire j'étais la première non X qui recrutait. Soit c'était des X, soit c'était d'autres écoles d'ingénieurs très bien classées. Donc j'étais un peu l'élément de diversité en plus d'être maghrébine et femme. C'est majoritairement des hommes. J'ai coché toutes les cases. J'ai coché toutes les cases. Coucou, c'est moi. Et en fait, je dis que ça a été un challenge. Non, il y avait quelques HEC. Ça a été un challenge parce que j'ai pas nommé comme ça. J'ai pas voulu le voir comme ça. Mais en mode de management, ça a été un challenge. La thématique ou les thématiques qu'on abordait me plaisaient beaucoup. C'était un petit cabinet, donc il n'y avait pas de mid-management quasiment. Donc on devait grandir très vite pour être exposé très vite à des plus hautes responsabilités. Et voilà, et donc du coup ça aussi, ça m'a pas mal occupée. Mais dans tout ça, j'ai fait un truc un peu comme toi en fait. J'avais rencontré quelqu'un pendant mon expérience chez Mathieu Laine qui m'avait proposé de contribuer à un blog pour la Fondation de l'innovation politique, la Fondapol, et le blog s'appelait Trop Libre. Donc bien sûr, j'allais contribuer. Et il m'a dit, bon, tu viens de la région Ménin. D'accord. Tu t'intéresses à ça et tu t'intéresses aux startups, tu as une tribune libre, vas-y.
Et de là, je me suis beaucoup amusée à tester des trucs. Genre, sur la base des lectures que je faisais, je commençais à contacter les auteurs. Tu sais, les auteurs américains, celui qui a écrit Startup Rising, ce genre de choses. Et puis, ce qui m'a beaucoup amusée, c'est que je l'ai tweeté et il m'a répondu. Et de là, je me suis dit, tout était possible, tu vois. Vraiment. Comme quoi, il faut faire juste hadak le pas. La il faut première oser. étape, ouais, exactement. Et tu trouves un répondant, en fait. J'ai trouvé ça assez génial et j'ai rencontré des gens super. Dont une personne qui n'était pas exactement, en fait, elle opérait pas exactement dans la région MENA, mais je me suis quand même donné la liberté de l'interviewer. C'est une femme qui était en train de monter un incubateur pour des femmes victimes de violences. Alors pareil, le sujet m'a intéressée et la personnalité m'a complètement séduite. Et elle démarrait à peine. Elle avait fait un parcours d'excellence dans les meilleures universités américaines, Harvard, LSE, Sciences Po. Et puis elle était revenue en Europe. Et en fait, elle était gavée, si tu veux, si on peut en parler crûment, des organisations internationales dans lesquelles elle avait passé trop de temps. Et elle voulait être proche de l'action. Et en fait, j'ai suivi un petit peu son parcours et au bout de 6 mois, elle m'a demandé de rejoindre son board. Ce qui fait que à mon job de jour et de nuit un petit peu, parce que tu sais que les horaires de conseil sont jamais... c'est pas du 9 to 5, ça c'est clair. Et ben, j'ai commencé à travailler un peu avec elle et je pense que elle a été une des personnes qui a beaucoup réveillé la flamme entrepreneuriale en moi. Déjà parce que elle avait... quelque chose que j'apprécie énormément de force, une clarté de l'intention très, très forte et beaucoup de douceur. Et donc c'était assez différent des figures classiques d'entrepreneurs ou de patrons que je voyais trop souvent. On conseille, tu sais, dans mon cabinet, on conseillait des corporates, etc. Et puis, parfois, je me retrouvais effectivement être la seule femme de la salle. J'ai écrit à l'époque plein d'anecdotes. Je vais voir comment je les publierai, peut-être en BD bientôt. Mais le nombre de remarques un peu sexistes, misogynes, vaguement racistes et tout, que tu prends comme ça. Bon, de l'humour. Ouais, de l'humour complètement déplacé. C'était bof. Et en plus de ça, pour tout te dire, je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai signé mon CDI, j'en étais contente parce que ça rentrait dans ma stratégie de m'intégrer et de poursuivre ce que j'avais démarré en France. Et en même temps, la notion de lien de subordination m'insupportait, mais totalement. Et je vais te dire autre chose, et au risque de paraître un peu prétentieuse, peu importe, je me suis aussi rapidement rendu compte qu'il y avait quelque chose d'assez injuste de travailler pour des gens qui n'étaient pas nécessairement plus intelligents que toi. Donc, voilà. Après, l'avantage de cette expérience, c'est que ça m'a fait comprendre pas mal de complexité, des corpos, du change management. Nous, c'était notre spécialité dans le digital, etc. Mine de rien, t'es encore un bébé quand tu sors de tes études, même si t'as commencé à travailler avant. Et t'es encore un bébé longtemps, donc t'as besoin de te rendre compte, t'as besoin de construire un peu ta confiance en toi. Mais voilà, je pense que si jamais il y a des gens qui sont encore en école et qui écoutent, si je dois faire passer un message, c'est de garder sa nia. Il n'y a pas de bon mot en français pour dire nia. Il y a un peu la naïveté, la bonne foi. Bonne foi, oui, c'est ce que je veux dire. Mais aussi d'être conscient de tous les enjeux autour. C'est-à-dire que on va aussi vouloir garder longtemps le fait que préserver longtemps l'idée que tu as encore trop de choses à apprendre. En fait, tout ça, c'est des schémas qu'on nous a mis dans la tête parce qu'on peut très bien être hyper performant en étant hyper créatif et en sortant de ces cases très vite. Mais je pense que dans la vingtaine, en tout cas moi c'était un peu comme ça, j'avais encore besoin de suivre les attentes, le chemin classique, les attentes parentales. Et après c'est vrai qu'en école on se dit on va s'orienter le conseil parce qu'on cherche beaucoup un système qui est assez structuré où on va trouver les méthodes, les frameworks. Alors est-ce que tu y crois ou pas du tout? Sur le conseil, écoute, on te dit que c'est un accélérateur de carrière. Donc la première question, c'est est-ce que tu es dans un état d'esprit de faire carrière comme on attend ou est-ce que tu veux dessiner ton propre chemin?
Je dis ça parce qu'en fait, par exemple, avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais une personne extrêmement passionnée et qui fonctionne en mode projet. C'est-à-dire que je serais tout à fait capable d'arrêter ce qu'on appellerait une carrière dans un domaine précis et de commencer un autre, tout simplement parce que j'ai compris que j'ai une personnalité avec plusieurs aspects. Et peut-être qu'une partie de ma vie, j'aurais envie de la dédier plus à l'écriture, par exemple, ou à l'expression artistique. Et ça sortira d'un cadre de carrière, peu importe, en fait. Peu importe, parce que le tout, c'est de savoir quelle est la chose qu'on veut faire pour contribuer à la société et qui s'aligne avec nos valeurs. Nos valeurs, nos passions, nos talents. Ouais, c'est important ce que tu dis parce que du coup c'est une question de valeur et aussi de talent, donc c'est bien que le واحد يكون honnête avec soi-même, mais aussi شي حاجه اللي يقدر يعترفها. Mais ça, tu le sais qu'en t'exerçant. Parce qu'au départ, même si tu as fait plein d'activités dans plein de domaines différents, il faut tester encore plein de trucs et tu dois satisfaire une certaine curiosité aussi. En tout cas, moi, c'était ça. C'est-à-dire que je me suis pas du tout... Dans tout ça, j'ai l'air un peu critique là-dedans, mais je me suis quand même beaucoup amusée. Dans tout. Même le conseil, ça m'a plu parce que tu découvres des univers, des industries, des personnalités de clients, des façons de gérer ces personnalités. Tout ça te fait grandir quand même. Ça, c'est clair. Ce que je veux dire, c'est que on peut pas attendre des écoles de commerce qui sont quand même souvent aussi hyper conformistes qu'elles fassent sortir autre chose aujourd'hui que des consultants ou des banquiers. En tout cas, les écoles de commerce françaises continuent le plus souvent de faire sortir ça. Et il y a des gens, bien entendu, formidables, mais partout, pas qu'en école de commerce, partout. Je pense qu'il faut savoir échapper au système aussi et faire en sorte qu'ils te servent et tu lui sers pas beaucoup plus que ça, tu vois. Tu prends beaucoup de recul en avançant. C'est bien d'avoir fait tout ça, c'est un bon signal. C'est-à-dire que ça t'aide au départ si tu veux aller chercher des expériences internationales. C'est des noms connus, c'est des réseaux auxquels tu peux accéder et tout. Voilà, il faut pas... avoir peur de faire le pas de côté. Il faut s'écouter. Un truc qu'on n'apprend jamais à l'école, c'est suivre son intuition et s'écouter. Parce qu'au fond, tu sais ce qui te fait kiffer. Tu sais, et ce qui te fait kiffer le plus souvent, ça va servir exactement à ce que doit être ta contribution à la société. Voilà, tout ça pour dire que le conseil, c'est plus vraiment la panacée. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je vais te dire, j'ai monté un projet à impact social, j'ai monté une école de coding, j'ai monté une autre association qui est plus qui porte un projet artistique en France. Et en fait, étant passé par l'école du conseil, c'est vrai que ça m'arrange parfois plus de travailler avec des gens qui sont passés par le conseil. Ça va plus vite. Ils ont appris à aller beaucoup plus vite. Mais il faut savoir échapper à ça aussi. Il faut savoir travailler avec d'autres personnes et apprécier la diversité. Il y a plein de super personnalités que tu ne trouveras pas nécessairement dans les cabinets de conseil, malgré toutes des démarches RH de diversité, whatever, qu'ils cherchent à faire. Et puis autre chose, je vais te citer quelqu'un qui l'a dit beaucoup mieux que moi. C'est Pierre Assouline qui dit dans son livre Les Invités, j'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai lu au lendemain des attentats à Paris, du Bataclan et autres, qui était une période bien entendu très très trouble, très pas évidente, très douloureuse on va dire, question identitaire. Et il dit, le conseil après tout c'est du trafic d'influence. Et tu le vois de façon encore plus forte ici dans des pays comme le Maroc où tu sais que la plupart des plans gouvernementaux c'est toujours les mêmes cabinets de conseil qui les dessinent et ça peut avoir de la valeur mais ça fait pas nécessairement avancer le schmilblick, tu vois. Bref, voilà, donc super, mais voilà, faut pas attendre tout de cet univers. Et il y a beaucoup de déceptions. Et justement, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il fâche, tout en étant le cabinet, en travaillant donc pour Led by Her. Comment tu t'es intéressée au coding ? Écoute, déjà, j'avais eu un copain de premier cycle qui, lui, alors il me faisait marrer parce que lui, dès la première année, il me disait je veux être millionnaire avant 30 ans. Et c'était pas un objectif pour moi. Moi, je venais d'une famille où ma papa médecin, maman prof.
tu réfléchis pas comme ça. Il y a d'autres buts dans la vie. Voilà. Quoi. Mais lui, il disait ça, et figure-toi qu'il a réussi largement à le faire, parce que tant mieux pour lui. Il a pratiquement, vraiment, il rechignait à aller en master parce qu'il avait déjà son projet de start-up. Et au départ, il voulait m'embarquer là-dedans et tout. Moi, j'étais vraiment, genre pour moi, c'était même pas un métier, tu vois. Et au bout de 3 ans, il l'avait revendu à une super boîte. Je revois ces scènes avec beaucoup de... Il a fait quoi, par curiosité ? Il a monté un software de yield management pour les hôtels. Et il l'a revendu à Booking. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je suis curieuse de voir ce qu'il fera après ses 30 ans, parce que je pense qu'il va à peine avoir 30 ans bientôt. En tout cas, il a de quoi prendre sa retraite. Ouais, non, il a déjà pris ça. Il a une longue retraite devant lui. Non, mais c'est génial. En fait, c'est marrant parce que je pense que avec le recul, c'est des choses auxquelles je m'autorisais même pas à penser comme ça. Parce que oui, super, avec tout ça, on vient d'un milieu nécessairement privilégié par rapport à une grande partie de la jeunesse marocaine et de la jeunesse du continent et enfin voilà. Mais on est tellement dans le schéma qu'il faut se rassurer. Moi, je l'ai entendu plein de fois dans ma jeunesse, ce qui fait que c'est resté en filigrane dans ma tête, que j'étais une jeune femme, que du coup, il fallait quand même se battre 3 fois plus, que la vie était plus dure comme ça, que en plus, je venais d'un pays grosso modo du tiers-monde, et que du coup, il fallait clairement mettre les bouchées doubles si tu voulais avoir un cadre de vie et si tu voulais avoir un espace pour exprimer ton ambition, etc. Donc, mine de rien, tu gardes ça. Je dis tu gardes ça parce que ce sont des peurs, tout ça. Bien sûr, on est dans un certain contexte, mais ce qui compte, c'est vraiment l'envie qui va te guider pas à pas vers ton flow. Et il n'y a pas d'autre mot pour le dire. C'est vraiment ton flow. Et donc le coding ? Ah ouais, pardon. Donc déjà, ouais, première exposition en coding, c'était déjà en 2e année à Sciences Po. C'était un double diplôme avec l'université Pierre-Marie Curie. Et on avait un cours assez atypique dessiné par Bruno Latour qui venait explorer les problématiques socio-techniques. Et on devait créer des sites web pour ça. Donc on avait je sais plus à l'époque, c'était je me demande si c'était des étudiants des mines ou des Pitech ou un truc comme ça. Puis après il y a eu appareil à HEC, mais ça me tentait pas beaucoup plus que ça pour tout te dire. Et puis en fait c'est vraiment dans mon cabinet de conseil où on a fait de la stratégie digitale, où j'ai eu à gérer des missions je veux dire assez complexes, parce qu'il y avait beaucoup de gens. Ma dernière mission, il y avait 70 personnes impliquées dans toutes les équipes. C'était un projet transverse et qui nécessitait de gérer un prestataire externe avec lequel le client avait du mal, parce que le prestat, en l'occurrence, était british, les équipes françaises n'étaient pas très à l'aise, donc ça me faisait une charge de travail monumentale. Et en fait, j'étais frustrée, moi, de ne pas pouvoir challenger les gens qui faisaient le travail de développement, parce que les marketeurs avaient des idées tout le temps, et pour les mettre, pour les rendre réelles, il fallait gérer les roadmaps produits, et pour ça, il fallait pouvoir avoir les bons arguments vis-à-vis des développeurs. Et t'as pas les bons arguments si tu parles pas leur langage, tout simplement. Donc ça, l'envie était déjà née. Et puis j'observais un petit peu ce qui se passait sur la scène tech parisienne. J'avais des copains qui commençaient à se lancer. Et voilà, puis j'avais entendu parler du wagon. Et puis c'était une période où en fait, par hasard, à la faveur de plein de circonstances, j'ai commencé à voyager un peu au Moyen-Orient. Et j'ai découvert un univers de beaucoup d'innovateurs. J'ai eu envie de quitter la France, mais de façon très nette. Et quitter mon job, quitter la France et tout ça. Et en fait, du coup, ça a mis un peu de temps, mais j'ai quitté ma boîte et je suis allée faire la formation du wagon à Barcelone. Pourquoi Barcelone ? Barcelone, parce qu'à défaut de Beyrouth, Barcelone, parce que j'avais des copains là-bas qui pouvaient m'héberger, et ça me permettait de limiter les coûts. Et c'était une ville plutôt sympa, c'était le début du sud. Ouais. Et déjà, tu étais sur la route. Ouais, exactement. Non, mais je t'avoue qu'à l'époque, je te dis, j'avais des envies de faire des trucs au Maroc, mais j'avais beaucoup, beaucoup de peur. Ouais. J'avais revoyagé au Maroc avec des amis juste avant ma formation. Ça m'avait plu parce que je leur avais fait découvrir, ils avaient des étoiles dans les yeux.
Et en même temps, j'étais encore tout à fait étrangère, tu vois, ici. Et je t'avoue que je voyais des copains de promo qui étaient rentrés au Maroc et qui commençaient à avoir monté des boîtes. Alors, c'était le tout début pour eux, mais ils avaient l'air quand même vachement plus à l'aise que dans leur vie de salarié auparavant. Et pour tout te dire, c'était tous des mecs et je me suis dit, c'est pas juste. Qu'est-ce qui fait... C'est pas juste qu'eux, ils puissent rentrer comme ça et que moi, j'ai à me poser la question 1000 fois de est-ce que je vais abandonner un mode de vie, une liberté, tout ce que j'ai un peu construit et ce que je veux préserver comme une identité. Voilà, et parce que finalement, هذوك les peurs اللي دويتي عليهم المخايف اللي كتكون عندك elles sont liées à la limitation de ta liberté. À la société. Ben, tu sais, on est dans un univers relativement ouvert, mais tu peux sentir à bien des niveaux la différence de droit et la différence de perception. Même en termes d'accès à l'espace public. Exactement. Et autant, tu sais, non, ça me dérangeait plus trop à ce moment-là. C'est-à-dire que, bon, le harcèlement de rue, etc., j'étais capable d'en faire fi. Mais ce qui me faisait peur, c'était l'arbitraire. Le risque d'arbitraire. Si des situations plus risquées où n'importe quoi, on peut te monter des histoires, et j'en ai, hein. J'ai quitté Casablanca parce que mes voisins m'ont raconté des histoires pas possibles et que ça commençait à devenir pénible. Oui. Il paraît que j'aurais hébergé des migrants subsahariens, que c'était un risque et que peut-être que c'était lié à Al-Qaïda et que voilà. Tout ça parce que j'ai passé mon appart à un ami quand j'étais en déplacement et qu'il a ramené son ancienne nounou sénégalaise, que j'ai fait le rapprochement beaucoup plus tard. Mais ça existe, ça. L'hagra, elle s'exprime de façon... aussi, elle s'exprime dans le business. Alors, j'en ai parlé pas mal à des femmes chefs d'entreprise quand je suis arrivée. Et juste pour écouter leur expérience et tout ça. Et on m'a dit des trucs qui m'ont fait aussi peur. On m'a dit, il faut que tu leur fasses bien comprendre, il faut que tu leur fasses oublier que tu es une femme. Et en fait, avec le recul, j'ai plutôt mal au cœur pour cette génération qui a 50-60 ans aujourd'hui et qui a fait des compromis trop forts par rapport à l'expression de l'entièreté et la complexité de son identité par rapport au genre, etc. Bref, ça on pourra revenir parce que j'ai toujours pas fini de répondre à ta question sur l'histoire du coding. On va y revenir. Non, ma formation m'a plu parce que j'ai rencontré pendant cette formation des nomades digitaux, j'ai rencontré des gens très libres en fait. Mes profs, ils avaient vécu un peu partout. La première personne avec laquelle j'ai sympathisé de ma formation et avec qui j'ai fait mon projet, qui d'ailleurs est venu au Maroc après, il m'a aidé au moment où j'ai monté le wagon. Il m'a aidé à filmer des trucs et tout. Et ben, c'est un Néo-Zélandais qui était passionné de cinéma depuis l'âge de 10 ans et qui avait parcouru le continent africain et il avait des histoires incroyables. Et j'ai rencontré des personnalités qui m'avaient fascinée et je me suis dit, la prise de risque, elle est possible. Je t'avoue que j'étais aussi la seule non-white du groupe, même si ça se voit pas, mais ils venaient tous de pays plutôt du Nord, ou de ce qu'on appelle les pays du Nord. Et ça m'avait interpellée à l'époque, et ça a nourri la réflexion que je tenais depuis un petit moment sur le fait de mettre en place un projet au Maroc qui permettait de rendre accessible une certaine éducation entrepreneuriale et tech. Et en fait, c'est un peu comme ça que s'est formalisé le projet de Wartech. Je dis que je l'avais un peu avant parce que, pour tout te dire, le jour où je suis allée voir le film de Nabil Ayouch, Most Loved, à Paris, rien dans ce film ne m'a choquée. Il y a des parties qui m'ont amusée. L'humour, j'ai retrouvé l'humour marocain et ça m'a plu. Mais il y a une partie du film qui m'a vraiment fait mal. C'est quand les prostituées sortent de la boîte de nuit et qu'elles voient des gamins de 4-5 ans qui vendaient des chewing-gums. Et à ce moment-là, c'était une évidence pour moi. Je me suis dit que c'était le niveau d'urgence par rapport à la jeunesse marocaine qu'on laissait aux affres de plein de choses. C'était devenu très, très clair que... Je me souviens d'avoir écrit un mail à mes copines leur disant « Si dans 3 ans, j'ai pas monté un projet au Maroc, vous me le rappelez. » Genre mon petit reminder, tu vois.
C'est fou que ce soit cette scène qui ça m'a vraiment vraiment marqué parce que en fait, cette violence-là, elle est tellement banalisée en réalité. On est trop habitué à la mendicité, on est trop habitué à la pauvreté, on est trop habitué à la misère humaine, on est trop habitué à toutes ces situations-là. Qui n'ont rien de normal. Ça n'a rien d'acceptable. Ça n'a rien d'acceptable. Et on les traite de façon assez traditionnelle, parce que tout simplement c'est un pays musulman, donc zakat ou les trucs à la marge et autres. Mais ça ne vient pas résoudre les problèmes à la source. Et les problèmes à la source, bien entendu, c'est des questions de redistribution, c'est de richesse, c'est aussi des questions d'ascenseur social, de services collectifs d'accès à l'éducation, à la santé. Et voilà. Bref, tout ça pour revenir. Donc, post le wagon, j'ai continué à voyager un petit peu. J'ai fini de quitter Paris parce que ça a pris un peu de temps. Et j'ai commencé à formaliser un peu plus le projet d'Ouartec en le présentant à des compétitions et autres. Et ça a interpellé déjà, donc j'étais contente. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire parce que je t'avoue qu'à ce moment-là, c'était le grand saut dans le vide. Autant, ok, c'est super, tu peux... tu te dis, je vais pouvoir capitaliser sur certaines choses que j'ai acquises. Mais n'empêche... Tu ne sais pas concrètement, je n'aurais te dire. Voilà. Moi, j'en ai profité à ce moment-là parce que pour aller voir des projets inspirants et me changer un peu les idées. Parce que tout ça m'avait bien entendu pris beaucoup d'énergie. Je suis allée en Amérique latine, j'ai rencontré des gens de Laboratoria notamment, qui est une école de coding qui s'adressait aux femmes et qui les forme pour les placer. C'est des femmes qui sont en situation précaire. Et je suis allée voir d'autres projets. Et jusqu'au moment où je me suis sentie prête à revenir au Maroc et à foncer. C'est-à-dire, je me souviens d'être revenue le 12 août 2017. Et là, j'ai foncé. J'ai fait que ça. Entre-temps, j'avais recontacté les fondateurs du wagon qui m'avaient proposé, en fait, pour tout te dire, à l'époque, de monter la structure dans un autre pays. Pas du tout le Maroc. Et dans un pays où j'avais beaucoup de liens et tout ça. Et en fait, je les ai recontactés en leur disant, l'Afrique, ça vous dit moi j'ai envie de rentrer au Maroc, est-ce que ça vous branche? Partons quoi. Ouais. Et ils étaient plutôt favorables et puis en fait on a formalisé ça assez rapidement. J'ai fait un mapping en étant ici. Mais tiens, je vais te parler des petites erreurs que j'ai faites en étant ici. Je suis venue naïvement à toquer à toutes les portes parce que je connaissais personne, je connaissais peu de monde et il fallait que je me fasse une vraie idée de cet écosystème. Donc je suis allée voir beaucoup de gens de cet écosystème en parlant de ce projet alors que j'avais rien signé. Donc c'était le risque total. Et d'ailleurs, j'ai eu en répercussion un truc comme ça, parce que c'est remonté de fil en aiguille à certaines personnes, jusqu'à ce qu'un des fondateurs vienne me voir et me dire oui, alors on a cet associé à te proposer. Il a fallu que je fasse vraiment le lien. Bon, enfin bref, sans rentrer dans les détails, c'était juste pour partager une anecdote de naïveté. J'en ai eu plein d'autres, bien entendu. Mais ouais, c'est un petit risque à prendre, mais bon, qui a été finalement rapidement récompensé. Et ouais, éludé. Oui, parce que la proposition ne m'intéressait pas et que ça tenait pas la route. Mais n'empêche, tu vois, ça vaut la peine d'être souligné. J'ai signé la franchise en octobre. De là, j'ai commencé à faire les workshops, à faire connaître un peu. Et ce qui est très drôle, c'est que, tu sais, on a la réputation au Maroc d'avoir des bons ingénieurs, mais toutes les personnes à qui je parlais de ça, et qui étaient quand même liées à des écosystèmes d'innovation, elles avaient l'air d'être un peu dans un autre univers, tu vois. Il y en a même une qui m'a dit c'est génial, tu ouvres une école de code et tout, mais une école de conduite. Je te jure, et c'était typiquement une personne qui aurait été dans la cible du wagon. Tu vois, je me suis dit, il y a quand même un monde en fait. Mais j'avais pas encore pris la mesure de la différence, pour tout te dire. Ouais, il y a un énorme gap. Et voilà, et puis, mais n'empêche, le projet a démarré, de même que le projet d'Ouartec a démarré, tout a démarré en même temps. Juste pour revenir, en fait, donc, خرجتي من الخدمة فوقاش en janvier 2017.
Donc, combien de mois sont passés le temps que tu ailles voir des initiatives 8 mois. 8 mois. Un peu moins de 8 mois. Un an vraiment à voir ailleurs, à t'enrichir d'autres expériences. À avancer à petits pas, par salve sur le projet, D'accord. Et donc, tu as parlé de Duartec, juste pour qu'on distingue du wagon. Est-ce que tu peux expliquer les différences ? Alors, Duartec, l'enjeu, c'est d'apporter une culture entrepreneuriale et technologique aux jeunes du rural, qui pour moi aujourd'hui sont effectivement la dernière roue du carrosse, mais qui ont des tonnes de richesses et de talents à exploiter pour faire en sorte que le rural ne soit vraiment intégré et puis donne vraiment toutes ces opportunités. Aujourd'hui, il y a, si on prend les statistiques en tout cas du HCP, il y a toutes les personnes qui quittent le rural, le plus souvent sont les personnes qui sont les plus débrouillardes. L'enjeu, c'est d'apporter une culture entrepreneuriale et technologique au rural. Parce que, en gros, quand j'ai appris à coder, je me suis dit, c'est génial, il faut que tout le monde apprenne parce qu'il y a vraiment moyen de traduire très rapidement des idées business en produits web. Et puis, en gros, il faut juste savoir. T'as pas besoin de capital, et ce qui est le cas de la grande majorité de la jeunesse marocaine. Et donc, en potentiel de facteurs inclusifs et de création de valeur économique, c'est puissant. Et voilà. Mais je comprenais bien aussi que la formation que j'avais faite, elle était destinée à un certain nombre à certains profils qui avaient un bagage avec eux et pour qui, du coup, c'était pas aussi... c'était pas complexe d'accès. Donc, nous... J'ai eu envie, effectivement, avec Duartec, d'emprunter en partie. En tout cas, d'emprunter sur l'enseignement du coding, mais pas que, parce qu'en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que, écoute, ça servait pas à grand-chose d'apprendre à faire des produits web à des gens qui vivent dans le rural. Il faut leur apprendre d'abord à utiliser correctement les réseaux sociaux, c'est-à-dire pour de la création de valeur, à aller chercher de l'information. Parce que pour l'instant, en fait, la grande majorité des jeunes du rural, c'est WhatsApp, Facebook. Et c'est pour la socialisation classique, c'est-à-dire... chat, échanger des nouvelles avec des amis. Mais déjà, واحد السؤال اللي شوية كيبان لي qui est peut-être naïf, mais tellement le gap il est grand ما بين المدينة والقرية في المغرب. Moi je me demande juste en termes de matériel, beaucoup de gens sont équipés D'accord. Ah, donc on peut apprendre à coder par... En fait, l'idée, justement, ça a beaucoup évolué parce qu'en fait, au départ, j'étais obnubilée par le coding parce que tout simplement, je venais d'apprendre à coder. Mais en fait, nous, on a notre programme, il est substantiellement différent parce qu'il doit accompagner sur beaucoup d'aspects qui viennent compenser tout ce à quoi les jeunes du rural n'ont pas accès. Donc, les langues, par exemple. En fait, l'idée, c'était de leur apporter les moyens de se défendre et même leur adapter quasiment les moyens de l'élite, tu vois. Leur donner des notions d'anglais, de français, leur apprendre à structurer un business qui soit vraiment rémunérateur. Au Maroc, très tôt, en rentrant, on m'avait parlé d'un projet que j'ai beaucoup aimé, mais depuis, j'en ai rencontré des tas d'autres. Une plateforme qui s'appelle The Anou, qui a été montée par un Américain et dont l'objectif, c'était de permettre à des gens d'un douar ou de plusieurs douars de vendre leurs tapis au marché américain. La plateforme était apparemment bien faite dans la mesure... Je dis apparemment parce que malheureusement, j'ai jamais eu accès. Mais là où j'ai apprécié, c'était que le design était très très simplifié, ce qui fait qu'il pouvait, en tout cas tel que ça m'a été expliqué, il pouvait être depuis la réception de la commande jusqu'à la réception du feedback, interagir avec une plateforme qui était tout simplement simple en fait. Et en termes de standards de design, eh bien, ça montre que c'est tout à fait possible de le faire. Et puis c'est même les meilleurs standards du design parce que le design a vocation à être très très intuitif. UX, UI, etc. Donc je me suis dit, mais ouais, tout converge, c'est cohérent. Mais voilà, encore une fois, en allant dans les premiers douars dans lesquels on est allé, et comme je montais le wagon en même temps, l'idée c'était qu'il fallait que je monte une équipe aussi, parce que je venais avec toutes ces idées et un board
franco-américain, tu vois. Et on m'a dit ton idée elle est sympa, mais si t'as pas d'opérationnel ici, ça va être compliqué pour toi. Donc voilà, donc l'idée c'était de reconnecter avec certaines personnes dont je me suis dit qu'elles avaient des aspirations, des valeurs communes, d'en rencontrer d'autres. Et petit à petit, on a monté une équipe pour Douartech. Donc il y a deux choses libres. Tu t'es rendu compte, on t'a développé le projet de Douartech. Peut-être il répondait pas exactement le besoin terrain, et donc tu étais prête à adapter ton produit en fonction du réel besoin. Donc ça c'est quelque chose à garder en tête. مزيان تكون عندنا واحد الفكرة ولكن خصنا نعرفوا aussi ما نبقاوش متشبتين بها. Il faut accepter qu'elle évolue. Ouais. Mais au début c'est normal, on a tendance à être plus amoureux de sa solution que du problème. Or, il y a plein de façons d'adresser un problème. Ici, le problème, c'est la marginalisation des jeunes du rural par rapport à une économie qui se transforme en économie du savoir. Et en particulier, parmi ces jeunes, il y a les jeunes femmes. Et voilà. Et tout simplement... c'est vrai qu'on a beaucoup évolué dans Douartech, on continue d'évoluer pas mal. Mais voilà, on a construit aujourd'hui une plateforme qui réunit beaucoup de contenu et qui a vocation aussi à répondre aux besoins des associations avec lesquelles on travaille en réseau. Parce qu'au départ, on voulait se faire une idée du terrain et on l'a pris face, quoi. Sans aide, avec les complications de l'administration marocaine. On a mis 4 mois à nous donner un récépissé de dépôt des statuts. Non, je ne veux pas te passer cette anecdote parce que je pense qu'elle est intéressante à partager. La personne qui était en charge m'a fait revenir tous les 3 jours. J'appelais tous les jours. Et parce qu'il faut être préparé à ça. On n'est vraiment pas préparé à ce que ça peut être, cette lourdeur administrative, cette bureaucratie et ces tentatives de corruption, il faut le dire. Donc ce qui s'est passé c'est que pendant 4 mois j'ai fait ça, puis à un moment donné je suis partie à Paris, donc je suis revenue bien énervée, tu sais, genre remontée à la parisienne, et je suis allée voir Adexid et je lui ai dit chauffe, c'est plus possible. Nas ديال الدوار تتسناونا, on a commencé des cours حنايا في البرارك, vraiment. On peut pas avoir d'autorisation, c'est pas ماشي معقول. Et je l'ai pris à partie au point qu'il a pas apprécié. Ce qui tombait bien parce que c'était exactement la stratégie. Parce que du coup, il m'a dit « Ah non, mais c'est pas moi, il faut aller voir la direction. » Je dis « Je vais aller les voir tout de suite. » Et en fait, je suis remontée chez Louali. Et Louali n'était pas là. Mais donc, j'ai parlé à sa secrétaire. Et à sa secrétaire, je lui ai expliqué. Je lui ai dit « Meya, brina naounou nas fdouar, بدينا ومازال ما عندناش الوصل النهائي وهادشي تيتعطل وحنا on n'est même pas payé pour, c'est une démarche bénévole, tout à fait bénévole وهادشي حشومه et blablabla. Bref, bien entendu, j'ai adapté le discours parce que je t'avoue que ce genre de mots حشومه et autres en général ne font pas partie de mon vocabulaire. Mais ça a marché parce que la personne, elle m'a quand même dit va voir avec le directeur, étage en dessous. Et donc, à la secrétaire du dit directeur, je suis allée la voir en lui disant je viens de chez Louali, puisque je descendais de l'étage d'avant, et d'en haut. Et j'ai été reçue tout de suite. Et ça a pris 1 heure pour que je me rende compte que la personne qui avait traité le dossier au départ ne l'a jamais traité, que le dossier n'avait jamais été déposé, qui me baladait depuis 4 mois en me disant c'est une enquête, il y a une enquête, vous venez de l'étranger, de l'Khalij et tout. Tu dis, on dirait que je sais pas quoi, tu vois. Moi j'avais fait mes démarches de naturalisation française, on avait même écrit, il fallait un papier du FBI mais là c'était plus compliqué, tu vois. Et en fait il avait vraiment, littéralement, jamais déposé le dossier. Et donc il l'a fait en direct. C'est ouf. Non, mais c'est ça la réalité. Il l'a fait en direct. Tu dis, ou là il se dit que vous êtes peut-être non, moi je crois qu'il a essayé de m'avoir à l'usure. Et Anna m'a fait bien sûr, parce que je viens pas de cet univers. Ouais. Mais il a dû se dire, je vais essayer, je vais tenter, elle va saturer, elle va finir par me donner un peu d'argent. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ok, donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais il y a beaucoup de cas comme ça. Et malheureusement, j'en ai vu trop. Et moi, vraiment, alors il y a ce cas-là de la création de l'association, mais même la création de mon entreprise, elle n'a pas été smooth du tout. Pourtant, c'est les objectifs des CRI, mais moi, pour changer un rendez-vous, parce que je commençais à avoir des rendez-vous commerciaux, je voulais changer le rendez-vous du CRI. Et leur plateforme enfin bref, elle était complètement outdated, comme on dit. Et pardon, parce que Anna, Giltilia, on peut mélanger. Donc il y a plein de choses que je vais dire en franglais, parce que voilà, c'est plus pratique.
Et donc, on te dit non, tu peux pas changer, il faut que tu appelles. Et quand tu appelles, on te dit non, je peux pas te changer en direct, il faut que tu te présentes. Donc, pour changer un rendez-vous, il faut que tu viennes. Tu vois un peu le délire. Et là, j'ai passé... Alors, peut-être que j'ai mal choisi mon jour, mais je suis venue un vendredi à 14h, j'ai passé 2h30. Et 2h30 sans être reçue parce que Hadek, le directeur, il avait quelqu'un dans son bureau qui manifestement était très très drôle parce qu'ils avaient l'air de beaucoup se marrer. Et 2h30 sans sortir de son bureau, sans me recevoir. Avec au moment où j'ai voulu me lever, le gardien qui vient m'attraper en me disant glisse le dart. Bon. Et donc du coup, je suis rentrée chez moi et je suis allée faire une petite recherche sur Internet. Je suis tombée sur l'email du directeur du CRI. Je lui ai fait un mail directement et il a répondu dans la demi-heure. Il a répondu dans la demi-heure parce que par la force des choses, on se trouvait être dans un contexte où Sa Majesté venait de faire un discours sur le manque de résultats des CRI. Et donc ils se sentaient tous sur la sellette. Mais c'est un peu dommage parce que c'est une atmosphère vraiment, c'est poussif quoi. Zama, tu te sens pas accueilli correctement. C'est trop compliqué. Donc voilà, c'est les deux expériences qui ont été les deux expériences de création. Mais Hatikam, malgré donc le machakil les mais ça c'est que le début parce que je peux t'en raconter d'autres. Mais je peux t'en raconter bien d'autres. Mais qu'est-ce qui fait du coup que tu vas garder de la motivation, de la hamas? Tu peux pas t'arrêter là. Tu peux pas t'arrêter là. À un moment donné, tu as rencontré des gens, tu es convaincu par la mission, projet, par ton projet. Il est hors de question que tu te fasses séduire par un projet alternatif. Voilà. Tu peux pas, c'est pas le moment de s'arrêter. Mais il y a eu d'autres moments où je me suis posé des questions, c'est sûr. Plus au moment, enfin, déjà parce que une fois que tu passes tout ça, que tu rentres dans tes activités, là, t'es dans une phase d'euphorie parce que ça fait, tu es dedans. Puis tu as tes premiers clients, puis les gens t'appellent, puis ils commencent à se faire connaître. Et puis, par la force des choses, il y a un intérêt médiatique. Donc, au départ, ça te plaît, tu vois. Bon, bref, tu fais des apprentissages. Ça, c'est cool. Ça m'a plu, forcément, tu vois, d'être commencé. Au bout d'un an, j'étais invitée pour parler de la diversité à la Silicon Valley. C'était génial, tu vois. Dans un panel extraordinaire. 6 mois plus tard, pareil, pour donner une interview à Voice of America, c'était très cool. Parce que ça rentrait en fait dans la démarche, c'est-à-dire qu'il fallait faire connaître cet écosystème que je commençais à avoir analysé, apprécié, dont j'en voyais bien entendu les limites, mais dont je voyais les besoins aussi. C'est-à-dire qu'il doit être soutenu. Et il n'est pas encore soutenu correctement, tu vois. C'est à peine naissant, émergent en réalité. Il y a des structures et autres qui opèrent et qui font un bon travail, mais il y a besoin de beaucoup plus. Il y a besoin d'un niveau d'engagement bien plus fort. Et au Maroc, on sait très bien, c'est une affaire de volonté. Et donc aujourd'hui, شنو ناقص باش يكون هذا l'écosystème beaucoup plus puissant باش du financement. Et financement aujourd'hui. Du financement, pourquoi ? Pour arriver à attirer et à retenir les meilleurs talents. Je dis attirer parce que beaucoup sont dans la diaspora. Beaucoup se posent la question un peu comme toi. Est-ce que je reviens ? Est-ce que ça vaut la peine ? J'ai construit un capital humain très fort. Est-ce que je vais pas perdre mon temps au Maroc ? Non, mais c'est... Il y en a que ça va choquer d'entendre ça parce qu'on va te tenir des discours un peu moralisateurs, ça va pas, chouma. J'ai entendu des tonnes de trucs comme ça quand j'étais étudiante en France ou aux États-Unis. Et ça m'a déplu d'entendre ça parce qu'on peut pas... quand tu as affaire à des officiels qui sont censés promouvoir le Maroc, ils doivent être capables d'entendre les inquiétudes des jeunes de la diaspora. C'est légitime. C'est tellement de travail, tellement d'engagement, des familles et autres. C'est légitime de se poser la question. Ça veut dire qu'on prend les choses au sérieux aussi. C'est pas les vacances de rentrer dans son pays d'origine et de monter des projets innovants a fortiori. C'est tout sauf des vacances. Moi, je pense que j'ai énormément travaillé ces 2 dernières années. Cet été, c'est la première fois où j'ai pris des vacances de 10 jours, je te jure. Et ça faisait très longtemps. Enfin, c'est important à rappeler, c'est que voilà, ماشي غير حيت كتدخل من الخارج كتلقى كلشي كيتسناك. Pas du tout. Pas du tout. Il faut quand même faire ses preuves. Mais il faut faire ses preuves. Et puis je t'avoue qu'il y a aussi, de ma part, j'ai été très étonnée parfois parce que j'ai trouvé certains soutiens par capillarité des anciens réseaux. C'est ceux qui jouent, en fait, en ta faveur. On m'a
filé une domiciliation au départ parce qu'on savait bien que ça me permettait de réduire les sorties de cash, des petits contacts, des bons contacts ici et là. Mais tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit. Et puis, encore une fois, Bnia, tu penses que tout le monde t'attend, que tout le monde va être fier de toi, que tout le monde se l'a il, hein. C'est pas vrai. Il y a des gens que ça dérange, faut le dire. Parce que peut-être qu'ils ont cumulé des années de frustration et que les choses n'avancent pas pour eux et que malheureusement ils sont dans une logique un peu pas aussi bienveillante. Voilà, moi j'ai eu des bâtons dans les roues, c'est très clair, j'en ai eu ces 2 dernières années. Au départ, j'ai eu des situations de vraiment de grosse angoisse, des situations à gérer que j'aurais jamais imaginé gérer. Et d'ailleurs, pour tout te dire, dans le cadre de la franchise du wagon, moi j'ai remonté certaines anecdotes et autres, mais je pense que l'amplitude des cas à gérer, ils avaient jamais vu ça, tu vois. Et pourtant, voilà, c'est un concept qui est parti dans plein de pays, mais je crois que c'était vraiment, il y a des situations assez exceptionnelles. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi dire les bons aspects. Moi, j'en tire une grande satisfaction, bien entendu, parce que ça a énormément de sens pour moi. Même les galères administratives n'enlèveront pas le plaisir que j'ai eu de découvrir un autre Maroc, d'aller dans des coins où je n'aurais jamais imaginé aller et de faire ma place quand même. Parce que tu arrives, Anna a dit un petit accent français, parce que j'ai grandi dans cet univers-là, bah, tu dois te débrouiller dans les douars pour l'expliquer, le pourquoi du comment tu es là, et Olaf Flatlas, et tu te rends compte qu'il y a des liens humains qui se créent qui sont extraordinaires. Fgelmim, Chinaf, des coopératives, mais vraiment, j'étais bluffée. Et en fait, c'est ça que je recherchais, je pense. C'est de me ressentir en osmose avec le meilleur de ce pays, c'est-à-dire l'âme populaire de ce pays et l'âme créatrice de ce pays, l'âme bienveillante de ce pays. J'ai rencontré des tonnes de gens comme ça. Je trouvais ça génial. Je vais te dire un truc marrant qui m'est arrivé cet été et un immense plaisir que j'en ai tiré. On a travaillé avec le wagon, on a mis 2 personnes boursières pour porter un projet pour une association qui agit pour la promotion de l'éducation sexuelle et reproductive. Pour cadrer ce projet et que les étudiants allaient porter, j'ai tenu des focus group j'ai dû tenir des focus group avec des jeunes de 16-17 ans, déjà à expliquer alors pas les concepts, j'étais pas experte, j'étais pas venue pour ça, j'étais venue pour faire du UX UI, mais nécessairement pour interagir autour de ça. Et je me suis dit, je vais faire face à une défiance pas possible. Et en fait, la défiance, elle est venue, mais d'autre part, parce qu'il y avait d'autres expertes qui ne comprenaient pas pourquoi je m'exprimais aussi en anglais, parce qu'on avait affaire à des migrants et tout ça. Et en fait, deuxième focus group, il y en a un qui est venu me voir à la fin, où قال لي شوف قلتي مقاولة أنا بغيت نكون بحالك. Tu peux pas imaginer, ça m'a énormément touchée parce qu'un jeune garçon de 17 ans qui vient voir une jeune femme de 29 ans pour lui dire tu m'inspires au point que je veux devenir entrepreneur. Mais tu en tires une fierté. Bah, c'est énorme. Ouais. Non, au début, il y a atelier le WhatsApp, j'étais là, non, je veux pas. Ouais. Et après, il a insisté et tout. Et après, il m'a dit voilà, j'ai des problèmes d'orientation. Il y a personne avec qui discuter au lycée. Ma famille, elle a des problèmes et tout. Je lui ai dit fais-moi un mail. Et je l'ai vu un peu confused, tu vois. Et en fait, il n'était pas à l'aise de faire un mail parce je pense qu'il sait pas bien s'exprimer. Donc WhatsApp, c'était bon. Idéal, et au final, je lui ai filé mon WhatsApp et tout, et on a encore un lien. Donc en fait, non, j'ai eu beaucoup de satisfaction sur ce plan-là. Et en fait, heureusement qu'il y a ça, parce que tu te dis, il y a quand même des personnes pour qui ta présence est utile, qui voient une valeur ajoutée, qui comprennent l'intention positive qui est là. Mais il y a d'autres personnes aussi qui s'imaginent que tu es là pour... on m'a dit, textuellement, il y a beaucoup de perceptions à défaire autour de la démarche de repatriation. Tu vois, il y a une jeune femme avec qui j'ai beaucoup sympathisé d'ailleurs, mais qui m'a dit, écoute, franchement, quand je t'ai rencontré, 2 choses. Tu m'as paru trop gentil pour le Maroc. D'accord. Donc il faut être un peu... Comme s'il fallait être un peu méchant, tu vois. Bon. Voilà, c'était la bourgeoise francisée, les jets Tirbil Mrarba. C'est cru, et c'est cruel de dire ça. Parce que non, c'est pas vrai. Tu viens pour contribuer, tu vois. Oui, exactement. Ça fait sens et que en plus, voilà, tu perçois l'impact à travers ces rencontres humaines. Ouais. Mais voilà, il faut saisir
cette défiance qui peut exister, ces tensions qui peuvent exister, des choses qui sont défavorables, tu n'es même pas responsable, tu vois, des complexes, et naviguer entre tout ça sans dénaturer le sens de ta démarche, sans dénaturer ton énergie aussi. Moi, j'ai eu des gros moments de fatigue et des gros moments de doute. C'est ce que j'allais te dire, en fait. Même quand tu me parles de l'anecdote de Sida, et le pire dans cette histoire, c'est qu'on a passé 3 jours à voyager ensemble. Et bien entendu qu'on a un niveau d'interaction extraordinaire parce que nos démarches, elles sont portées par une énergie similaire. D'accord. Mais il fallait casser ça au départ. C'est fou. Non, mais je me dis, et comment toi tu fais pour ne pas prendre les choses personnellement? Genre, au début, je les prenais personnellement, bien sûr. Ça mais c'est pour ça que je te dis, les 2 ans, j'ai fait yoga pour stah. Il faut être très zen. Donc, technique de yoga. Ah ouais, non, j'ai commencé la méditation l'été dernier. J'ai fait des tonnes de trucs pour... À un moment donné, j'ai fait de la boxe, pour te dire. Ma mère était morte de rire. Gatlia, si ta grand-mère te voyait, si elle s'imaginait, si Lala Zinab s'imaginait que sa petite fille allait faire de la boxe, fait une jab, tu vois, à 6h du matin. À 6h, non, chapeau. Ouais. Non, à un moment donné, je me suis un peu épuisée parce que j'avais besoin d'évacuer toute cette pression, tout ce stress. Ouais. Et puis voilà. Et puis tu as besoin aussi de pouvoir en discuter avec certaines personnes qui t'expliquent, qui te permettent de rationaliser en fait. Donc l'idazum nefs al-marahil, et donc tu échanges avec eux pour avoir le retour d'expérience. Exactement. Parce qu'au départ, voilà, tu te dis pourquoi les choses sont aussi compliquées. Pourquoi contre moi, parce qu'on a l'impression. Ouais. En fait, c'est jamais contre toi, c'est l'expression de tension interne d'une personne qui est sans doute en souffrance. Mais voilà, je pense que tu développes des montagnes de savoir vivre et savoir-être psychologique dans des zones ou dans des univers différents. Et avec ça, ça vaut la peine de garder son optimisme, un optimisme lucide et intelligent. C'est-à-dire que le fond est toujours reste bon, le fond de l'humain reste bon. Il y a des gens qui sont dévoyés, c'est tout, ils sont perdus et c'est tout. Et si on avait de l'énergie collective suffisante, on pourrait passer à autre chose. En fait, il y en a aussi qui veulent pas avouer, mais gros comme ça, en fait, ils sont inspirés. Tu sais. Donc, c'est juste qu'ils l'expriment de façon... On manque beaucoup au Maroc, peut-être, de techniques de communication non violentes et positives. Mais bon, tout ça peut venir. Ouais. Peut venir. Bon, ça dépend des gens. On l'espère. Je vois que ça fait 1 heure qu'on discute, mais il faut qu'on clôture. J'aurais juste peut-être 2 petites questions avant de finir. Sur Internet, notamment sur Medium, j'ai vu que tu partageais des articles d'opinion. Je voudrais revenir sur un article assez court, mais que je trouve assez intéressant, où tu parlais... Why I love my job now. Et les gens... mais c'est typiquement ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Ouais. Sur les rencontres inspirantes qui te font comprendre tout simplement le sens et l'impact d'Yal Khedma Dialek. Et tu as parlé notamment du concept du mentoring. Ouais. Si on peut revenir sur cette question, je voulais savoir si toi déjà tu as été mentorée, s'il y a eu des gens liés vraiment Sandouk ou Jhouk. Et comment toi, en fait, parce que ce que j'ai trouvé important à souligner في l'article, كتهضري aussi à la toi en tant que mentor بالنسبة لبزاف الناس اللي كيجيو وكيقول لك عافاك هناء واش تقدري تعاونينا كيفاش تقدري توجهينا. Ça te prenait quand même, c'est certes tu le fais avec joie de bon cœur, mais ça te prend aussi, tu parles de gestion du temps, de gestion d'énergie, de gestion d'émotions, et c'est sur ces 3 questions-là اللي بغيت نرجع قبل ما نختموا باش نعرف كيفاش encore une fois, كيفاش كتستلهمي ديك القوة. On a parlé de yoga, mais voilà, je voudrais savoir aussi s'il y avait d'autres techniques, d'autres choses اللي يقدروا الواحد à la fois يعطي المجتمع ديالو ويدفع بناس اخرين معاه. Alors, je pense que quand j'ai écrit cet article, je souffrais encore beaucoup de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le fameux syndrome de l'imposteur. Le fameux syndrome de l'imposteur, c'est quand tu te retrouves dans des situations où tu sous-estimes ton niveau de compétence et tu penses que t'es toujours pas légitime en fait.
Et ça peut arriver, ça arrive beaucoup à des jeunes femmes. Le plus souvent, en fait, elles sont... ça traduit aussi une hypersensibilité et une forme de manque de confiance, mais situationnelle, tu vois. Et je pense que j'avais beaucoup besoin d'être rassurée et je ne savais pas comment l'exprimer aussi. Parce que c'est contradictoire d'avoir un certain caractère et en même temps ou un certain charisme qui est noté, dénoté, en tout cas remarqué, et qui peut aider en fait dans le développement de ses projets. Et en même temps d'avoir besoin d'être rassurée. Et je pense que j'ai traîné ça pendant un petit moment, vraiment pendant 1 an, et je pense qu'avant ça, j'en souffrais beaucoup plus. C'est un peu ça, le syndrome de l'imposteur, si c'est un peu plus clair. Donc oui, en général, ça arrive souvent à des jeunes femmes, ça arrive d'autant plus qu'elles explorent des univers qui sont des univers où elles sont en minorité. On va se le dire franchement, la tech un peu partout, et la tech au Maroc en particulier, l'univers de l'entrepreneuriat au Maroc. En France aussi. Oui, en France aussi, ça c'est clair. Et puis à ça, tu ajoutes quand tu es encore nouveau, t'es repatrié, t'es un extraterrestre bizarroïde entre, tu vois, pas vraiment un local, mais pas vraiment un étranger, et avec toute la pression qu'on peut se mettre autour de ça. Et voilà, donc ça, c'est le contexte dans lequel j'ai écrit cet article. J'avais été invitée à une conférence qui a été organisée par une association d'ingénieurs, de femmes ingénieurs. Aussi parce que, tu vois, mine de rien, j'ai monté une boîte qui promeut l'éducation technologique et j'ai appris le coding dans un format très innovant. Tu vois, j'ai pas fait des études d'ingénieur classiques, en fait. Ouais, c'est 9 semaines, en fait. Oui, voilà, exactement. Voilà, alors, bien sûr, avant des années de consulting en stratégie digitale et avant des sciences, etc. Mais n'empêche... et j'ai amené ça dans un univers où on est quand même loin de là où c'est né. La notion de coding bootcamp aux États-Unis, c'est très différent. Et donc, je pense que j'avais besoin vraiment d'être rassurée. Voilà, j'ai été invitée à cette conférence, j'ai noué des liens très sympathiques. Et en fait, il y a 4 jeunes femmes qui sont venues me voir en me disant « On veut que tu sois notre mentor ». Et ça, c'est fabuleux. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que c'est des femmes et qui s'intéressent à la tech. Ouais. Donc, il y en a beaucoup. Tu en vois, toi, Fleuvagon? Mais alors, c'est dommage parce qu'elles arrivent souvent pas exactement au wagon. Moi, ce que j'ai noté, c'est beaucoup d'envie et encore beaucoup de barrières et de croyances limitantes. Et donc, elles ont envie, elles s'approchent et puis elles se donnent pas encore l'opportunité. Alors, pardon, parce que je pense que c'est aussi... Le wagon au Maroc, on est encore en quête de soutenir ce business model pour qu'il soit encore plus inclusif et que voilà. Et c'est quelque chose qu'on fait pas à pas. Mais voilà, je dirais que j'ai été agréablement surprise parce que j'aurais pas imaginé que ces jeunes femmes se seraient adressées spontanément à moi et vraiment avec beaucoup de sincérité. C'était tout nouveau pour moi. Et qu'est-ce qu'elles demandaient au juste ? Et ben voilà, elles n'étaient pas assez précises. Donc pour moi, ça m'a mis la pression parce que je me suis dit, non, quand j'ai commencé moi à être consultante, j'allais voir des gens, je voulais très précisément ça et ça et ça. Et elles, j'avais l'impression que fallait que je sois leur mentor de leur vie et je suis pas encore rassurée pour faire ça. Et comment je vais gérer ça? Pour moi, il fallait caser ça sur mon planning et tout. Et au final, ce dont je me suis rendu compte, c'est que le simple fait de savoir que j'existe, que elles peuvent m'appeler, pas à n'importe quel moment, mais en gros, si elles me font un message et qu'on va se parler dans les 2-3 jours, tu vois, qu'on peut se parler très ouvertement de tout, que je peux entendre leurs problèmes et pas nécessairement leur trouver une solution tout de suite, mais essayer de les guider un petit peu, et ben ça, c'était déjà largement suffisant. Et il se trouve qu'il y en a une en particulier qui évolue maintenant autour de mes projets et que, par exemple, j'envoie dans 2 semaines pour de la représentation, pour me remplacer dans une conférence au Mali. Donc, tu vois, c'est cool parce que c'est... En fait, quand tu sens de la sincérité, c'est trop top. Et moi, je suis allée chercher effectivement des mentors.
des personnes avec lesquelles je me sentais vraiment à l'aise de discuter d'un peu tout à bâton rompu, de montrer dans ma vulnérabilité, et des personnes avec qui le contact était passé assez vraiment. Il y a eu un fit. Ouais, il y a eu un fit. Alors un patron marocain, c'est des hommes, hein, c'est bizarre, mais c'est comme ça. J'ai pas tout de suite trouvé des femmes mentors pour m'aider, mais en fait ça s'est fait ensuite de façon un peu moins officielle, parce que ces hommes-là, étant donné que voilà, ils sont très occupés et ça vaut la peine de poser les choses un peu clairement sur l'intention d'une relation professionnelle. Moi, je leur avais demandé très clairement de l'être. Il y a un banquier marocain et il y a un investisseur américain d'origine nigériane. Et ils m'ont fait vraiment, en fait, à leur manière... ils m'ont permis de beaucoup grandir, prendre confiance à leur manière. Et je sais que ça se fera dans le temps aussi. Parce que autant ces 2 dernières années ont été très intenses, je les ai vécues comme ça, mais c'est que le début. C'est surtout ça qu'il faut se dire aussi. Exactement. Et si j'ai un message à faire passer dans tout ce que j'ai raconté, et s'il y a encore des gens qui nous écoutent là maintenant, c'est que on a parfois tendance, dans un univers contraint qui peut être académique, à oublier que le chemin est long, il peut être génial, il y a plein de choses à découvrir, que les premiers jobs sont pas si déterminants que ça. Ils peuvent l'être comme ils peuvent pas l'être, ça dépend. Qu'on construit son chemin petit à petit, et franchement, un truc que j'apprends là maintenant à faire, seulement maintenant, c'est savoir apprécier de prendre le temps aussi. Qu'il y a des moments dans la vie où les choses s'accélèrent, où tout va plus vite et on passe beaucoup plus de temps dans la répartition de son énergie à travailler, à construire ça. Et puis il y a d'autres moments où on va passer plus de temps à s'exprimer. Il y a d'autres moments où on a peut-être envie, et ça fait partie aussi de sa liberté, de son émancipation. Et je pense maintenant, je la revendique très clairement en tant que femme, à s'occuper d'autres choses quand on a envie de s'occuper de sa famille ou faire grandir certaines relations. C'est comme ça. Et si les études doivent servir à une chose, c'est de construire cette liberté-là. Vraiment. Donc voilà, beaucoup d'optimisme et laisser le temps au temps. Au final. Se donner le temps et se défaire de certaines angoisses aussi. Dépression, des angoisses et tout. Encore une fois, les grandes écoles françaises ou les grandes universités internationales, c'est génial parce que ça donne accès à des gens curieux et qui ont envie, à des savoirs utiles, intéressants, qui peuvent pousser le progrès. Maintenant, on fait sa place petit à petit et il faut comprendre ce pourquoi on a envie de se battre, d'avancer et poursuivre, quoi. Le chemin est d'abord en soi et avec les autres. C'est génial. Moi, donc je vais dire au début, parce que généralement je fais une petite introduction qui a un secret qui est dévoilé à la fin pour laisser un peu le teasing et qu'on soit écouté jusqu'à la fin. Et puis généralement je pose aussi une question à la fin, donc je vais quand même la poser, qui est celle de quel livre ou quel objet ou quel événement as-tu considéré comme inspirant, qui a peut-être changé ta vision à la Cheikh Houaïj, et voilà, est-ce que tu peux nous le partager J'aurais des tonnes de livres à conseiller et j'ai pas envie d'être la meuf boring, tu vois, qui va te donner une liste pas possible. On repart sur 1 heure. Voilà. Non, mais tu t'imaginais pas que ça allait se passer comme ça. Non, mais je suis contente. T'avais préparé des questions, je t'en ai laissé peut-être 2 ou 3. Écoute, je dirais la rencontre, alors, à travers ses textes et sa musique, pas encore en réel, mais j'espère, en réel anytime soon, s'il nous écoute, on sait jamais. Gaël Faye, Petit pays. Gros coup de cœur aussi. Énorme coup de cœur. Moi, ce livre m'a fait... C'est d'une limpidité, d'une musicalité, et puis en même temps... C'est d'une intensité très... Ouais, c'est sublime. Et ça m'a fait découvrir avant que je n'y aille, et j'y suis retournée quelques fois, et j'espère que prochainement, si tout va bien, alhamdoulilah, on ira au Rwanda. Gaël Faye, parce que en fait, il y a un passage où il explique son errance européenne et son retour au pays. Alors bien entendu, l'histoire du Rwanda est très particulière et les blessures qu'il a eu à combler et à guérir
sont tout à fait uniques. Mais voilà, j'ai retrouvé en fait là-dedans la souffrance de l'exil, la tension à l'intérieur, et on ne peut pas la sous-estimer. C'est d'une grande richesse, mais quand on a grandi dans une double culture, voire triple culture, eh bien, dans certaines situations, on se rend compte qu'il y a des choses incompatibles et qu'on porte à l'intérieur de soi. Et on a besoin de faire sens de tout ça. Donc, on a besoin de faire un gros travail intérieur et se rendre compte qu'on a beaucoup, beaucoup à apporter au monde dans la création de liens et de compréhension. Et voilà. Et c'est tout ça qui a accompagné ma redécouverte de certaines racines. Alors, je suis revenue au Maroc, et le Maroc, c'est une mosaïque d'identité. Mais dans le retour au Maroc, du coup, il y a le retour au monde arabe, il y a le retour à l'Afrique. Et en fait, ça a été finalement un retour, mais aussi la porte ouverte à une découverte extraordinaire. Je vais le mentionner parce que c'est important et parce que je veux faire passer ce message. À ceux qui s'interrogent, revenez avec beaucoup de force et d'enthousiasme sur ce continent, parce que je pense que les 10 prochaines années vont vraiment donner une place particulière à ceux qui essaient de faire le changement. J'ai rejoint une task force qui promeut un manifeste pour l'innovation qu'on va présenter prochainement à l'Union africaine notamment, mais qui participe aussi avec certains groupes à l'élaboration de Startup Act. On a fait ça dans 9 pays, ça s'appelle I4Policy. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à suivre ça de près, parce que c'est une très belle initiative qui est panafricaine, qui vient d'Afrique et qui vient peut-être réinventer une forme de gouvernance en Afrique pour donner la place qui lui est due à la jeunesse africaine qui est créative et qui a beaucoup de choses à offrir au monde. Parfait, bon, on va suivre ça de très près. Merci encore, Hana. Avec grand plaisir. Pour les gens qui voudraient te contacter, me poser des questions, me dire qu'il y avait des choses n'importe quoi, etc. Mais bien sûr, non, mais avec grand plaisir. Discuter, échanger. Moi, je reçois avec grand plaisir autant que faire se peut. Voilà, donc tu es joignable sur les réseaux sociaux. Ouais. Ils peuvent aussi consulter le wagon. Ils peuvent m'écrire à hana@lewagon.org. Ils peuvent me tweeter. Avec grand plaisir. Ouais. Je vais laisser aussi les informations avec le site. Merci encore, Hana. Merci beaucoup. هنا كتسالي الحلقة ديال قادات. كنتمنى تكون عجباتكم وكنعطيكم موعد دون 15 جور باش نكتشفوا قادات ملهمات وحده اخرات. من هنا لتما جو لي ريميرسي بزاف كل وحده وواحد فيكم اللي لايكا قادات على مواقع الاتصال الاجتماعي، اللي خلا ان بوتي مو كيشجعنا فيه ولا نوتا البودكاست سور ايتونز. حتى نتوما يمكن لكم تساندونا بهذه الطرق en likant, commentant ولا en partageant الحلقات اللي لاقوا الإعجاب ديالكم مع الريزو ديالكم. Et bien sûr les 5 étoiles sur Apple Podcast خصوصا كيقدروا يعاونونا باش نعرفوا بقادات من ناس وحدين اخرين. نعول عليكم وشكرا encore للاستماع ديالكم للقادات.